Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue ce vendredi dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter et puis l'invité politique après avec Territoire d'Info, ce sera Hervé Morin aujourd'hui qui est le président de Région de France et président de Normandie qui sera notre invité politique. Enfin, 3e partie, l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. On commence ce journal avec la fin de la traque à Strasbourg. L'auteur de l'attentat avait été repéré par une patrouille de police qu'il a identifié en pleine rue avant de l'abattre lorsqu'il leur a tiré dessus. 50 heures de recherche qui prennent fin. Écoutez les réactions du ministre de l'Intérieur et du maire de Strasbourg, Roland Ries. À 21h, un équipage de la brigade spécialisée de terrain, composée de 3 fonctionnaires de la police nationale, ont aperçu un individu qui déambulait sur la voie publique au niveau du 74 de la rue du Lazaret. Cet individu correspondait au signalement de la personne recherchée depuis mardi soir. Ils l'ont interpellé et au moment de cette interpellation pour l'arrêter, ce dernier s'est retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté et ont neutralisé l'assaillant. Je suis heureux de cela parce que je pense que ça va faciliter le retour à une vie que je qualifierais de normale, c'est-à-dire sur la base des valeurs qui sont les nôtres, de notre histoire, sur la base aussi de nos habitudes de vie. Tout cela peut maintenant plus facilement se réaliser. Dans l'actualité ce matin aussi, les Gilets jaunes veulent maintenir la pression, vous le savez, et devraient à nouveau se mobiliser ce week-end. Un 5e acte du mouvement. Les manifestants qui n'oublieront pas les victimes de l'attentat de Strasbourg, entre autres. Des hommages sont prévus. Exemple à Lille, écoutez l'une des manifestantes. Samedi, il y aura un hommage pour la personne qui est décédée. Pour tout ce qui est attentat de Strasbourg, on va essayer de mettre une petite marque, une pancarte noire, on soutient Strasbourg. On va quand même montrer qu'on est aussi avec les personnes qui sont décédées à Strasbourg et autres au niveau manifestation. Et dans cette crise des Gilets jaunes, quel est le rôle pour les collectivités? Les cahiers de doléances ont été ouverts en mairie. Des manifestants qui demandent aux collectivités de s'impliquer davantage. Exemple avec la communauté de communes de Loire-Forez qui lutte contre le maintien des services publics tels que les petites lignes SNCF ou les activités de centre-bourg. C'est un reportage de Céline Hercia pour TL7, notre partenaire dans la Loire. Revitalisation des centres-bourgs, mobilité, fin des bureaux de postes de proximité ou des petites lignes de chemin de fer. Ces quelques points ressortent régulièrement dans les revendications des Gilets jaunes. Des problématiques auxquelles les collectivités locales peuvent apporter des réponses. Et c'est ce que tente de faire Loire-Forez dans ses investissements pour améliorer le territoire. Nous avons la capacité d'agir sur un certain nombre d'éléments. Vous parlez des petites lignes de chemin de fer. C'est ce que nous venons de faire en investissant au niveau de l'agglo 2 millions d'euros, plus 2 millions au niveau du département et 4 millions d'euros à la région pour remettre en service la ligne entre Bouin et Montbrison. Bon, c'est une des réponses. Elle est de loin pas suffisante, c'est évident. Il n'empêche que notre souci, et il est permanent, c'est d'être au contact de la population, essayer de comprendre l'ensemble des besoins exprimés, toutes les attentes, et y répondre dans les compétences qui sont les nôtres. Dans ce conflit qui oppose l'État et une partie de la population, la communauté d'agglomération peut se positionner comme une interface, un lien entre les deux parties. Le président de Loire-Forez attend aujourd'hui d'être sollicité pour le grand débat national annoncé par le président de la République pour faire remonter les réalités du terrain et trouver des réponses concrètes pour l'ensemble des demandes des citoyens.
Et en Gironde, très mauvaise nouvelle pour les salariés de Ford à Blanquefort. Le constructeur américain a décidé de refuser le rachat de son usine par le groupe belge Punch. Tristesse des salariés. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande solennellement à Ford de réviser sa décision. Sans repreneur, l'usine de Blanquefort devrait fermer ses portes dès l'été prochain. La région des Hauts-de-France peut être fière, elle. La grande famille des meilleurs ouvriers de France accueille un Amiénois. Un nouvel ouvrier de France a été sacré il y a quelques jours. Stéphane Collet, c'est son nom. Il a été sacré dans la catégorie cuisine-gastronomie. Un véritable modèle pour ses élèves. Les équipes de WEO ont pu le rencontrer. Normalement, tu vois, on travaille en quinconce parce que ça évite que les choux se touchent. Donc ça veut dire que là, tu as couché, c'est bien, maintenant tu vas venir ici travailler. L'exigence, c'est le maître mot quand on est meilleur ouvrier de France. Et c'est surtout ce qu'instaure Stéphane Collet dans les cuisines du lycée hôtelier. Professeur dans l'établissement depuis 8 ans, il est aujourd'hui un modèle. On a eu tous les petites étoiles dans les yeux, on a tous regardé, on a tous suivi son parcours. Et après, c'est tout. Enfin, il est encore plus avec nous qu'avant et donc ça fait très plaisir pour nous tous. Quand j'ai appris qu'il allait participer à ce concours-là, je l'ai suivi de la demi-finale à la finale. Parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, qui me donne envie de faire plus tard. J'espère un jour revenir le voir pour qu'il m'entraîne à son tour. Et de l'entraînement, Stéphane Collet en a eu. Après un échec en 2011, il retente sa chance cette année avec le soutien de sa famille et de ses proches. Car pendant toute la phase de préparation, il ne vit que pour ce concours. En termes d'heures de travail, pour vous donner une journée type, c'est debout 5 heures, coucher 23 heures. Voilà, 3 heures de sommeil par nuit et ça depuis la phase des demi-finales, quoi. Plus de 600 candidats au départ pour 28 finalistes. Après 11 jours de préparation, le col bleu-blanc-rouge est au bout des 5 heures de cuisine. Il y a eu un petit moment de flottement, et puis alors ça dure quelques secondes, dire ah bah oui c'est bien mon nom que j'ai entendu. Et voilà, un soulagement, je pense à mon épouse, mes enfants, aux gens qui m'ont accompagné. Donc tout ça, voilà, c'est que du bonheur quand on entend son nom. Stéphane Collet fait donc désormais partie de la famille des meilleurs ouvriers de France cuisine gastronomie, un titre toujours très convoité. On est reconnu, donc c'est plaisant, on le fait pour ça aussi, c'est-à-dire que le concours c'est aussi un concours pour soi au départ, parce qu'il faut accepter de se faire évaluer. Désormais, notre meilleur ouvrier de France Picard n'attend plus qu'une chose, pouvoir accrocher sur son col de chef les fameuses couleurs bleu, blanc, rouge. Voilà, et après cette semaine d'actualité très chargée, nous avons besoin d'un peu de sourire et de lumière à l'approche du week-end. Le festival des lanternes à Gaillac a décidé de mettre en lumière justement la Chine. Le visiteur est guidé par cette route de la soie éclairée par près de 60 000 ampoules. La pièce maîtresse cette année est le Temple impérial qui fait 20 mètres de haut et 75 mètres de long. C'est la plus grosse lanterne construite hors de Chine. Le festival attend plus de 250 000 visiteurs. Un reportage de notre partenaire Via Occitanie. Gaillac brille de près de 1000 lanternes. Pour la deuxième année consécutive, le Festival des lanternes s'est illuminé dans cette petite ville du Tarn. Ce parc de 4 hectares est dédié au thème de la route de la soie et de la dynastie Tang en Chine, une période qui représente entre le 7e et le 10e siècle. Un parc 100% créé sur mesure, avec vraiment une histoire. On a vraiment travaillé sur le retour du visitorat, à savoir qu'il y avait une vraie envie de découvrir la civilisation chinoise. Pièce maîtresse cette année, le Temple impérial qui fait 20 mètres de haut et 75 mètres de long. Pour le week-end d'ouverture, près de 40 000 places ont été vendues. Ah, tout me plaît, tout. La lumière, la qualité du travail, la précision, la capacité qu'ont les gens qui ont fabriqué tout ça de donner du mouvement aux différents personnages, aux différentes figures d'animaux. C'est étonnant. Regardez les chevaux là-bas, les éléphants, on dirait qu'ils se déplacent. C'est remarquable. Je trouve que c'est assez féerique et magique. En fait, pour une ville comme Gaillac, qui est située dans quand même une zone assez rurale, je trouve que c'est très agréable de se promener dans les allées du parc. Pour les grands comme pour les petits, on redevient des enfants et ça fait du bien. Le Festival des lanternes est ouvert tous les jours. L'année dernière, il a attiré près de 250 000 personnes, ce qui représente 16 fois la population de Gaillac. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale. Et vous le savez, notre invité politique, je le rappelle, c'est Hervé Morin, le président des régions de France, qui sera tout à l'heure sur ce plateau. Tout de suite, c'est les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant.
Bonjour Saveria, à la une des dernières nouvelles d'Alsace, DNA évidemment, Chérif Chekak abattu hier soir bien sûr, il était 21h. Il était 21h quand la traque a pris fin hier soir. C'est une femme, une habitante du quartier de Neudorf qui a signalé un homme calme, blessé, affaibli, Chérif Chekak. Les policiers avaient passé l'après-midi à fouiller ce quartier de Strasbourg vers lequel l'homme s'était enfui mardi soir après avoir abattu 3 personnes peu avant 21h. Les policiers se sont retrouvés nez à nez avec le suspect selon une source policière. L'homme aurait tenté d'engager les forces de l'ordre. Il a donc été immédiatement abattu. Dans ses mains, une arme de poing et un couteau. Dans la soirée, l'État islamique a revendiqué l'attaque. Deuxième titre de l'actualité à la une de la Provence. Aujourd'hui, ce sont les gilets jaunes qui sont à fleur de peau. Un 6e manifestant a été tué hier à un péage à la sortie d'Avignon. Le jeune homme âgé de 23 ans a été happé par un camion dans la région. Ce drame a ravivé la mobilisation. Justement, quelle ampleur pour l'acte 5 ? Une mobilisation prévue demain, malgré les appels de la plus grande partie de la classe politique à ne pas manifester, justement, après les événements de Strasbourg. Pourtant, les plus déterminés des Gilets jaunes ne déclarent pas forfait. Et c'est à la une de Paris-Normandie, Le Havre, la mobilisation lycéenne, Saveria. Ça reste tendu dans les lycées. La question de la contagion avec la mobilisation des Gilets jaunes est toujours d'actualité. Au Havre, 6 personnes ont été interpellées hier dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Lycéens qui manifestent pour la 2e semaine de suite. Ils protestent contre certaines réformes dans l'éducation, notamment celle du baccalauréat, le nouveau système d'accès à l'enseignement supérieur, Parcoursup, ou encore le SNU, le service national universel. On revient aux Gilets jaunes, Saveria, à la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest, le 2e grand journal de la Nouvelle-Aquitaine. On sait que le mouvement faisait tache d'huile en Europe, notamment en Belgique, on l'a vu. Les Gilets jaunes intéressent maintenant les Américains. Le fameux New York Times s'est déplacé à Châteauroux pour un reportage au milieu des Gilets jaunes mobilisés. La rencontre a eu lieu hier soir. Les journalistes américaines ont notamment questionné Marlène, qui est une des organisatrices du fameux rond-point qui est situé à l'entrée de la zone commerciale du Forum du Poissonnet dans l'après-midi. Les journalistes s'étaient rendus au Blanc pour rencontrer un des leaders de ces Gilets jaunes sur place, Jean-François Barnaba. Voilà, et l'Union de Reims avec un sondage sur les européennes, on y reviendra d'ailleurs dans le débrief de l'actualité en présence de Sébastien Lacroix, le rédacteur en chef de l'Union de Reims qui est sur ce plateau à vos côtés. Voilà, sondage BVA qui entrevoit un duel Rassemblement National En Marche aux élections européennes. Rassemblement National en tête à 21% des intentions de vote devant la liste de la République En Marche et du Modem. Les Républicains, comme la France Insoumise en revanche, ils ne paraissent pas devoir tirer un profil électoral des rancœurs du moment. Ils ne décollent pas respectivement 12% et 10% des intentions de vote. Voilà, l'Europe coupe la France en deux. On y reviendra tout à l'heure avec Sébastien Lacroix qui est à nos côtés pour le Club de la Presse, ainsi que Jérôme Cordelier. Merci à tout à l'heure, Saveria, pour la 3e partie de cette émission, l'actualité parlementaire et politique. À tout de suite. Bonjour Jérôme Cordelier, vous êtes le rédacteur en chef des éditions locales du Point. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, mais c'est un plaisir. Sébastien Lacroix, renouvelé, de l'Union de Reims, vous en êtes le rédacteur en chef. Merci d'être avec Cyril. nous ce matin. Alors dans l'Union, ce matin, outre ce sondage dont on parlera tout à l'heure dans la 2e partie de l'émission, un père de famille ardennais qui s'est retrouvé devant la barre du tribunal correctionnel. Il avait embrassé la cause des Gilets jaunes. Pas d'acte 5 pour lui demain, hein. C'est terminé. Non. En fait, l'idée de ce reportage, c'était d'aller voir qui sont les Gilets jaunes qui ont été interpellés et condamnés, souvent condamnés. C'est son parcours qui est intéressant. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir l'effet d'entraînement qu'il peut y avoir derrière un mouvement comme celui des Gilets jaunes, comme d'ailleurs il peut y avoir le même effet d'entraînement sur les lycéens ou d'autres mouvements sociaux. Donc c'est de voir comment progressivement l'engrenage qui au départ part d'un mouvement qui est plutôt bon enfant débouche sur un mouvement qui devient plus violent et qui provoque des réactions de rejet. Donc ce monsieur a commencé à un rond-point, il est parti sur un autre, il a été entraîné dans de la violence et finalement il a fini par jeter son gilet jaune à la poubelle et il est condamné, ou il va être condamné pour les faits. Et donc on est allé voir également les autres qui ont été interpellés. Oui. Et on voit qu'il y a une brochette
toute la société, en fait. Ce qui est intéressant, donc il s'appelle Laurent Tinois, c'est qu'au fond, il a été amené à devenir gilet jaune dans un processus qui est beaucoup passé par les réseaux sociaux. Oui. Mais aujourd'hui, son processus, j'allais dire, de sortie, oui. gilet jaune, il passe aussi par les réseaux sociaux. Oui. Il craint ce qu'il voit. Oui. De ce qui est devenu le mouvement sur Facebook aujourd'hui. En fait, à travers cette ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant il à travers cet exemple, il va en sortir à cause de ça aussi. Et ce qui est intéressant à travers cet exemple, c'est aussi qu'on voit la mutation du mouvement. De départ vers un mouvement qui part un peu en vrille, enfin, faut le dire. Et donc, lui s'en détache. En tout cas. Lui s'en détache. Voilà. Donc, c'est assez. C'est un exemple qui illustre Une la petite, nature alors, j'aime pas le mot prévision, de ce qui peut se passer dans votre région, dans cet acte 5 qui aura lieu demain. Je vais être prudent. Il reste des ronds-points, je crois, comme dans beaucoup de régions. Il y a dans les Ardennes des points de fixation qui sont assez forts, également autour de Reims et Pernay, et un peu dans l'Aisne. Mais de là à dire que ça va être vraiment bloquant pour la circulation, là, je m'aventure pas trop. Donc condamné, il jette son gilet jaune, double page donc dans Région à la Une, dans l'Union de Reims. Les maires viennent à la rescousse, c'est un papier de Jérôme Cordelier dans Le Point aujourd'hui. Emmanuel Macron, on le sait, en appelle aux édiles pour résoudre la crise. Et au fond, ils ont mis en place un système de cahier de doléances qui marche assez bien. Et vous racontez d'ailleurs dans ce papier, Jérôme Cordelier, votre rencontre avec... Le Point a fait le point sur cette rencontre avec ses maires. Alors il y a Alain Juppé, bien sûr, ça on pouvait l'imaginer, mais il y en a d'autres. Il y a Philippe Sorel. J'ai eu... entre le discours de Macron et le bouclage du papier, il n'y a eu que quelques heures, mais j'ai réussi à avoir 12 maires. David Lisnard. Et alors j'ai sollicité 12 maires et je peux vous dire que tous ont répondu. Parce que tous avaient envie de parler. Les maires ont besoin de s'exprimer. Et surtout, ces maires ont été, il faut le dire, quand même méprisés, malmenés par le pouvoir exécutif. Et maintenant, comme dit d'ailleurs le maire de Meudon, dans les Hauts-de-Seine, Denis Larguero, qui est un centriste, qui est un poulain de Hervé Marseille, que vous connaissez très bien ici, il dit maintenant, le pouvoir s'accroche à nous comme à une bouée de sauvetage. Et c'est assez juste comme constat. Mais c'est pire que ça. Notre quotidien est fait de ce que les Gilets jaunes expriment, dit Frédéric Soulier, le maire LR de Brive. Oui, parce qu'eux gèrent le quotidien, gèrent la vie quotidienne, gèrent le pouvoir d'achat. Par exemple, à Brive, il essaye de tout faire pour diminuer le prix de l'eau, comme beaucoup de maires. Les maires agissent beaucoup sur les transports. Je donne les exemples à Nice, à Beauvais, à Montpellier. Ils essayent de jouer sur la fiscalité. Mais c'est vrai que ce sont des maires qui sont de plus en plus chargés. On leur transfère énormément de compétences et en même temps, on leur coupe les ailes par les dotations. C'est-à-dire, on restreint complètement les dotations. Ils n'ont plus de pouvoir fiscal, comme dit David Lisnard, le maire de Cannes. Et voilà, Et maintenant, pire que ça, il dit que l'État arrête de nous infantiliser. Oui, parce qu'il dit on nous met des bâtons dans les roues sans arrêt. Par exemple, quand ils veulent prendre une décision, il faut l'avis, l'aval de une tonne d'agences régionales. Enfin, l'État leur met beaucoup de bâtons dans les roues, et donc ils n'en peuvent plus. Les maires, les préfets n'arrêtent pas de leur écrire en leur disant il va falloir que vous rogniez telle dépense parce que là on ne peut plus vous donner telle dotation d'État. Et donc là, tout d'un coup, les maires se retrouvent les élus providentiels d'un régime un peu à bout de souffle et qui a besoin de trouver un second souffle, c'est le cas de le dire. Et donc là, ils disent d'accord, on va jouer le jeu, parce que les maires sont des bons petits soldats, on les appelle les fantassins de la République, et donc ils sont prêts à jouer le jeu, mais par contre, ils veulent pas qu'on les prenne non plus pour... J'allais dire les cocus de la République, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que c'est peut-être un peu fort, mais voilà. Sébastien Lacroix, il n'y a pas une petite arrière-pensée électorale, il n'y a pas des municipales qui arrivent là bientôt? Oui, mais il y a une peut-être. En fait, le vrai problème, c'est la crise de ce qu'on appelle la crise de la démocratie. On n'a jamais vu les maires autant au premier rang dans cette crise. Parce que tout simplement, ils sont les intermédiaires naturels, comme tu l'as dit là, entre l'État et les habitants. Enfin, et ils ont été court-circuités, ignorés depuis, d'ailleurs pas que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais et puis, si je peux me permettre, Sébastien, ce sont les derniers élus à avoir du crédit politique. Oui. C'est-à-dire que c'est les derniers. D'abord, ils sont en première ligne. Ils ont du crédit politique et donc on redécouvre tout d'un coup le pouvoir de l'onction locale.
local. Voilà. C'est eux qui sont au courant, enfin on le voit bien à Reims, enfin le maire de Reims sait comment ça se passe à Reims. Qui sont les Rémois, il les connaît, enfin je veux dire même si c'est... Arnaud Robinet d'ailleurs qui est un grand artisan dans la France audacieuse, le mouvement lancé par Passion Estrosi, qui a 350 maires maintenant, qui a été lancé il y a à peine 2 ans. Ils savent à Charleville-Mézières, Boris Ravignon sait parfaitement qui sont ses habitants, quels sont leurs problèmes, il le sait, et donc ils vivent mal le fait d'être court-circuités par l'État sur toutes les décisions, et la remontée d'informations, si elle ne se fait pas depuis les maires, depuis les élus locaux vers l'État, après on aboutit à ce qu'on appelle un gouvernement hors sol. Et derrière, après, il y a la crise de la représentativité des élus qui est derrière, qui est un problème plus vaste, plus profond. Mais ça, c'est l'épiphénomène. Cher Cyril, vous disiez aussi que maintenant le pouvoir s'appuie sur les maires. Attention, on en est encore aux effets d'annonce. C'est-à-dire que Emmanuel Macron les a mis en avant. C'est la seule institution d'ailleurs qu'il a rencontrée. Voilà, il a dit, voilà, alors c'est ce que dit Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, c'est ce qu'il m'a dit quand je l'ai interviewé. Il m'a dit, bon, alors comment est-ce qu'il va nous rencontrer? Comment ça va se passer? Parce qu'il a dit qu'il allait faire des tournées dans 13 régions, mais est-ce qu'il va faire des grands messes avec des maires dans des palais des congrès on ne sait pas la forme de cette rencontre. On ne connaît pas la forme, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a une certaine impatience. Les maires ont envie, en fait. Ils ont envie d'être au centre du jeu. Et donc là, le pouvoir, c'est vrai, a une carte à jouer pour s'appuyer sur ces maires qui ont envie de bien faire. Et puis, comme on dit, les maires, ce sont les élus à portée d'engueulade. Donc, ils ont vraiment envie, ils ont besoin d'être en première ligne. Et j'ajoute peut-être, alors j'ai pas lu l'article, mais que les maires ont peut-être peur de cette espèce de mouvement de revendication sur les référendums, sur les assemblées constituantes, sur toutes ces formes alternatives d'expression et de pouvoir qui pourraient les court-circuiter, cette fois de l'autre côté. Voilà. Donc je pense qu'ils veulent retrouver leur place. Voilà, c'est ce que dit Philippe Sorel, le maire de Montpellier, en disant j'ai pas attendu qu'Emmanuel Macron me demande pour faire de la démocratie directe. J'en suis à 250 réunions publiques depuis le début du mandat. Et il dit quand un projet est un peu contesté, j'essaie de l'amender en fonction des désiderata de la population. Même question qu'à Sébastien Lacroix, l'acte 5 qui se prépare, qui sera donc demain, l'acte 5 des Gilets jaunes. Comment les maires... Je croyais que vous alliez dire l'acte 5 de la décentralisation. Des Gilets jaunes. Comment les maires que vous avez interrogés pour cet article l'appréhendent là? Je dis ça parce qu'il y a une grande photo en ouverture du papier d'Alain Juppé dans les rues de Bordeaux, une belle photo d'ailleurs, mais en même temps qui montre l'état de Bordeaux qu'il a visité au lendemain Bordeaux, ça a été quand même du fameux samedi noir. Voilà. On la voit cette photo là en ce moment. C'était inattendu quand même. Alexandra Tel cas à Bordeaux. Est-ce qu'il y a des appréhensions par rapport à ce qui va se passer demain? Sécurité renforcée évidemment. En même temps, je pense que le contexte quand même risque un peu de doucher quelques enthousiasmes. À la fois, l'affaire de Strasbourg, évidemment, c'est quand même un mouvement on sent qu'il y a moins d'ardeur quand même. Oui, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et puis, il y a une grande partie de la population, on le voit dans quelques sondages d'ailleurs, qui commence à dire, bon attendez, vous avez obtenu plus que ce que les syndicats ont obtenu depuis quelques années. On va peut-être un peu arrêter parce que l'économie locale, et ça on le voit encore une fois assez bien dans des villes moyennes, l'économie locale souffre, les commerces souffrent surtout dans cette période. Et autant des grandes surfaces ont les reins assez solides pour survivre, autant des petites structures, des petits restaurants, des petits magasins, qui font une grosse partie des hôtels, des restaurants, souffrent fortement et donc l'économie s'en ressent. Le tourisme est terrible. Gilets jaunes plus retour du terrorisme, c'est compliqué. Alors, Jérôme Cordelier, il y a aussi des couves, comme on dit, des unes locales avec vous ce matin. Le Point consacre donc sa une locale à Montpellier. Vous parliez de Philippe Sorel il y a un instant avec une magnifique photo d'un tramway d'ailleurs. Oui, on a fait la bataille des transports. La bataille des transports. Un des nerfs de la guerre. Sujet chaud, là-bas aussi, très chaud. Partout, mais en Montpellier, oui. Un entretien avec Edgar Morin aussi. Oui, il est difficile. Vous recevez Hervé Morin, moi j'ai fait un entretien avec Edgar Morin. Il est difficile de croire que nous allons vers un futur radieux. Il n'est pas très optimiste, Edgar Morin, dans vos colonnes. Et pourtant, on a fait l'entretien au tout début de la crise des Gilets jaunes. Et donc, il ne parle pas de la crise des Gilets jaunes, mais il disait que, vous savez, Edgar Morin, il a 97 ans. Il est d'une prodigieuse intelligence et c'est un grand esprit qui a traversé beaucoup d'époques. Et il dit, il dit même dans la phrase, il dit, il n'y a que quelques entrepreneurs de la Silicon Valley qui peuvent être aussi optimistes que cela. Voilà, et puis alors il y a une édition du Point consacrée aussi, une au 17e arrondissement, avec quand même
un bandeau que vous voyez sur l'écran en ce moment. Alerte au rat, la lutte s'organise. Expliquez-nous, parce que ceux qui vivent à Paris, on ne trouve pas que la lutte est très bien organisée, pour tout vous dire. Voilà, c'est pas que dans le 17e, c'est un peu partout. Hein, les rats attaquent. Alors je ne sais pas comment c'est à Reims, mon cher Sébastien, mais... Je sais pas enquêter sur les rats. Voilà, mais c'est vrai que... Mais là, c'est un article positif. Hein, c'est-à-dire que la lutte s'organise, c'est-à-dire que les habitants et les mairies prennent des mesures pour essayer d'endiguer ce fléau quand même important. Mais bon, il ne s'agit pas de lever le pavillon noir au-dessus de la une du Point. Voilà, Rapidement, quoi de neuf dans le 17e? Alors, c'est la future cité du théâtre qui retient votre attention. Oui. Ça va être magnifique. Ah oui, ça va être magnifique. Un peu positif à la veille du week-end. Oui. Très vite. Donc, alors déjà, il y avait les ateliers Brémontier, vous savez, qui étaient les ateliers de décor de la Comédie Française. Et c'est vrai que là, il y a tout un projet culturel phare. Et donc, le 17e, entre le nouveau palais de capitale justice, du théâtre. Voilà, le nouveau palais de justice et le théâtre, ça va devenir un des grands centres culturels de la capitale. Voilà, quoi de neuf dans le 17e. Et puis Montpellier, évidemment, la bataille des transports à la une des 2 éditions locales du Point. Merci Jérôme Cordelier et votre papier, Merci, bien sûr, sur les maires qui viennent à la rescousse du président de la République. Et puis dans l'Union de Reims, c'est la traque est finie. On a vu votre une tout à l'heure. Et ce témoignage aussi de ce gilet jaune qui finalement a pris peur maintenant et ne va pas manifester demain. Qui doit être assez représentatif d'un certain nombre. Représentatif. Merci beaucoup. On vous retrouve tous les deux pour la deuxième partie de notre émission. On parlera du sondage que la presse quotidienne régionale a réalisé sur les européennes et c'est intéressant, vous le verrez. Voilà, tout de suite, c'est la météo, le temps qu'il fait en France et dans les territoires français d'outre-mer. On regarde ensemble, on se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Hervé Morin, le président de Région de France, président de la région Normandie, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe du côté du monde avec le Zap Monde, à commencer par Theresa May à Bruxelles, qui n'est pas d'accord avec ses partenaires européens. On se retrouve après le Zap Monde de TV5 Monde pour l'invité politique Hervé Morin. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Theresa May, tout juste rescapée d'un vote de défiance au sein du Parlement britannique, n'en démord pas et exige plus d'assurance concernant l'accord du Brexit, provoquant ce jeudi soir à plusieurs reprises l'exaspération de ses homologues européens. Nous sommes dans un débat quelquefois nébuleux, imprécis, et je voudrais que sur ce point, il y ait des clarifications. Angela Merkel, de son côté, se montre encore plus ferme. Selon la chancelière allemande, il n'y aura pas de nouvelles négociations. Le feu s'est déclenché au beau milieu de la nuit dans le quartier de la Gombe. Dans de grands entrepôts, avenue des Forces armées, ce n'est qu'au petit matin qu'il a été circonscrit. Les fumées s'échappent encore des débris quand le ministre de l'Intérieur vient constater les dégâts. Et pour lui, ce n'est pas accidentel. Selon les premières indications, on a l'impression que ça doit être d'origine criminelle parce que le feu se déclarait à 2 endroits différents au même moment. Il n'y a aucune crainte au moment où nous parlons sur la tenue du scrutin le 23 décembre. Selon les autorités, 8000 machines à voter sur les 10 000 entreposées ont brûlé, comme des centaines de batteries d'alimentation, d'autres matériels électoraux, des véhicules aussi.
La colère monte en Bolivie. Ces derniers jours, plusieurs villes du pays ont été marquées par des violents incidents. Les manifestants s'opposent à une nouvelle candidature d'Evo Morales aux prochaines élections présidentielles. Les villes de La Paz, de Santa Cruz ou de Cochabamba sont le théâtre depuis la semaine dernière de blocages, de manifestations parfois agitées et même de grèves de la faim. Par exemple, jeudi dernier, les grandes artères de La Paz étaient barrées par des opposants à Evo Morales. Et cette journée s'est terminée par des confrontations entre les forces de l'ordre et des manifestants venus attaquer le tribunal suprême électoral. Ces prochains jours, les minarets d'Alger et du reste du pays risquent de rester silencieux. Pour l'heure, les imams continuent d'officier, les prières ont lieu. Mais la colère monte chez les religieux algériens. Ils réclament plus de droits et en premier lieu des hausses de salaire. Faute de quoi, ils menacent de descendre dans la rue. Une protestation pacifique sous le slogan « Le rassemblement des turbans blancs ». Une première en Algérie.